Bon, cela faisait un petit moment que je ne vous avais pas proposé de review et il est temps pour moi de revenir vous proposer des théories et analyses sur les chapitres de One Piece. Et quoi de mieux pour revenir qu'un chapitre aussi incroyable que le chapitre 1009 où Oda continue de nous montrer deux situations les plus importantes de Nigashima, avec d'un côté la course des fourreaux rouges pour sauver Momonosuke des mains de Kanjuro, et de l'autre côté la suite du combat des supernovas contre les deux Yonko. Un chapitre que j'ai bien aimé et que je vais décortiquer élément par élément à travers cette vidéo. C'est Yams, bienvenue pour la vidéo review du chapitre 1009, mais avant de commencer, comme à notre habitude, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Dès la première page, nous pouvons voir la rencontre entre les fourreaux rouges restants et Orochi, choqué de se retrouver face à eux. Fukurojo explique alors à Orochi que les fourreaux rouges n'étaient pas là lorsque Orochi est mort une fois des mains de Kaido. Nous comprenons ainsi que Orochi, comme on pouvait penser, a donc bien 8 vies en quelque sorte, comme la légende liée au monstre mythologique de son fruit du démon, à savoir le Yamata no Orochi. J'avais expliqué par ailleurs dans la vidéo de Hiro, une énorme vidéo sur les différents pouvoirs dans le monde de One Piece, que les Zoan mythiques offraient bien plus qu'une simple transformation animale et hybride à leur détenteur. Et ici, on peut voir que le Yamata no Orochi permet à son détenteur de survivre après avoir été décapité. Si pour beaucoup cela paraît incohérent puisqu'il n'était pas dans sa forme animale, je me permets de rappeler que certains Zoan offrent des caractéristiques qui restent présentes peu importe la forme de l'utilisateur du Zoan. L'exemple le plus marquant reste celui de Chopper, qui a mangé le fruit de l'humain. Eh bien, lorsque Chopper est dans sa forme animale, c'est-à-dire la majorité du temps, il ne perd pas l'intelligence qu'il a gagnée en mangeant ce fruit du démon. Il peut toujours communiquer avec le langage humain et se mouvoir sur deux pattes. C'est exactement pareil pour Orochi qui suit le fonctionnement logique de son Zoan. Orochi n'a donc plus que 7 têtes, ce qui correspond au nombre de fourreaux rouges restants puisque Ashura est HS, pour ne pas dire mort trop tôt, sait-on jamais. Orochi compte donc se battre, pensant que les fourreaux rouges sont suffisamment affaiblis de leurs blessures pour mettre fin aux samouraïs des Kuzuki. Mais il ne fait pas long feu du tout, puisque ces têtes se font décapiter à une vitesse affolante par les fourreaux rouges qui précisent ne pas avoir de temps à perdre avec une énergumène pareille. On voit visuellement 5 têtes être coupées. Est-ce un choix volontaire de Oda pour nous indiquer que Orochi n'est toujours pas vaincu? Eh bien il faudra attendre pour avoir notre réponse, puisque nous ne voyons pas Izo et Nekomamushi lui trancher les 2 têtes restantes. En théorie, il serait faible d'un point de vue scénaristique que Orochi survive encore selon moi. Si l'objectif est de laisser Hiyori et Momonosuke couper les 2 dernières têtes, cela serait très fort symboliquement, mais il faudrait expliquer de manière cohérente pourquoi Nekomamushi et Izo n'ont pas coupé les 2 dernières têtes. Mais pour ça, il faudra bien évidemment attendre les prochains chapitres avec patience. Si Orochi est définitivement mort, cela serait assez marrant par contre, le plus court retour de l'histoire de One Piece. Pour l'instant, les seuls exploits d'Orochi, c'est d'avoir été décapité à plusieurs reprises. Un exploit équivalent à la grandeur du personnage, c'est-à-dire 0. Le combat de ninja ne tarde pas à commencer entre Fukurojo et Raizo, qui restent derrière comparé aux autres fourreaux rouges qui continuent leur avancée pour aller sauver Momonosuke des griffes de Kanjuro. La première moitié de ce chapitre, s'attardant sur la situation des fourreaux rouges, s'arrête donc avec la mise en place du combat entre Fukurojo et Raizo, un combat de 2 ninjas. Nous pouvons passer maintenant à la plus palpitante et intéressante des 2 situations, selon moi, c'est-à-dire la suite du combat entre les supernovas et Kaido et Big Mom, et le plan des supernovas pour écarter l'un des 2 empereurs. Kaido et Big Mom, bien plus sérieux qu'au début, décident de faire une attaque combinée pour réduire le nombre de leurs ennemis et s'amusent même à se demander combien resteront debout. Mais c'était sans compter la réaction très rapide et incroyable du second des Mugiwara, à savoir Roro Noa Zoro, qui bloque l'attaque un instant pour permettre aux autres supernovas de l'esquiver, puisque Killer précise qu'il est impossible d'éviter complètement cette attaque. On comprend ainsi pourquoi Zoro a décidé de s'avancer, de tenter de la parer malgré la surpuissance de l'attaque combinée des 2 empereurs. Zoro sauve ainsi l'alliance et leur chance de gagner au sacrifice d'une grande partie de son énergie et de son endurance. Même en restant un instant sous l'attaque, Zoro prend des dégâts considérables. Il utilise bien évidemment son haki pour protéger ses lames comme il faut et là où le téléporte dès que tout le monde est sain et sauf. Et il s'agit bien d'une masterclass que nous offre Zoro puisqu'il vient tout simplement de sauver Luffy et les autres supernovas d'une possible mort et leur permettre de rester dans la course. Sans cette action incroyable, la défaite de l'Alliance aurait été inévitable. À travers leur haki de l'observation, les Yonko remarquent qu'aucun n'est mort même si Zoro est dans un état affaibli. À travers ce chapitre, on voit que les 2 Yonko ont bien évidemment au minimum les 2 acquis de base que peut éveiller n'importe quel être vivant. Beaucoup pensaient que ce n'était pas le cas puisqu'ils n'avaient jamais eu à les utiliser, mais c'est juste que leurs ennemis n'étaient jamais suffisamment forts pour pousser ces Yonko à utiliser les 2 acquis simultanément. D'ailleurs, Kaido qui s'est fait attaquer par Luffy esquive le coup puisqu'il prend des dégâts alors que le jeune pirate prend même la peine de narguer Kaido en lui disant que maintenant il n'ose plus prendre les attaques de plein fouet. Et c'est une petite victoire pour le pirate au chapeau de paille, Monkey D. Luffy. On peut donc remarquer que le Kaido qui se laissait frapper en rigolant, eh bien c'est fini. Nous avons un Kaido sérieux et Oda l'a déjà montré graphiquement, bien évidemment, à travers la transformation de l'empereur en forme hybride. Chose qui se confirme donc au vu des précautions que prend Kaido et de sa façon de se battre.
Alors que Luffy ramasse les coups de Kaido mais cela lui permet de l'occuper, les autres Supernova mettent leur plan en application pour écarter Big Mom du combat. Kid crée dès lors une boîte métallique dans laquelle Law téléporte Zeus, incapable de s'en libérer, alors que Zoro et Killer attaquent respectivement Prométhée et Napoléon. Zoro ne laisse même pas de temps à la boule de feu de se reformer et Big Mom est donc désarmée. Malgré cela, elle considère que ça ne change rien à la finalité et attaque Kid de front qui ramasse une bonne droite dans la face, mais d'une manière très charismatique, il sourit et utilise Repel pour faire voler Big Mom. Big Mom, dès lors incapable de bouger dans les airs sans Zeus, est à la merci de Law qui la pousse avec un énorme rocher. Bien évidemment, cela ne fait aucun dégât à l'impératrice, mais c'est suffisant pour la pousser hors de Nigashima et de la faire tomber. Alors qu'elle chute et qu'il n'y a rien d'autre que la mer en dessous d'elle, elle appelle Zeus à l'aide, mais celui-ci est coincé dans la boîte métallique de Kid et est donc incapable de venir en aide à Mama. Un plan ingénieux et parfaitement maîtrisé par les Supernovas qui combinent aussi parfaitement les capacités de chacun pour mettre hors de course un Yonko. Le chapitre se termine sur cela et comme prévu, Big Mom est écarté du combat. On imaginait dès le début qu'il était impossible pour les 5 Supernovas de battre 2 empereurs et Oda nous le confirme à travers leurs paroles et actions. Maintenant, est-ce la fin pour Big Mom? Eh bien, peut-être pour cet arc, oui, mais sûrement pas pour l'impératrice en elle-même, qui sera très certainement sauvée grâce à la présence de son équipage en dessous. Il s'agit d'un facteur qu'Oda a volontairement laissé de côté, peut-être précisément pour ce moment. Elle ne sera donc pas remontée, mais ne mourra pas noyée selon moi. Et voilà, nous arrivons à la fin de la review de ce chapitre qui était assez rapide à traiter puisque nous avions majoritairement de l'action, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'éléments intéressants à analyser malgré tout. Et j'ai bien aimé vous proposer mes analyses et mes théories sur la continuité des événements par rapport à ces deux situations. C'est un chapitre que j'ai particulièrement apprécié et l'action de Zoro m'a particulièrement fait kiffer et j'espère que toi aussi. Laisse ton avis sur le chapitre et la vidéo en commentaire, et de notre côté nous arrivons à la fin de la vidéo qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le gomu gomu no pouce bleu, et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon Nakama en t'abonnant et en activant la cloche, rien de plus simple. De plus, j'ai sorti une énorme vidéo sur les haki, une vidéo qui analyse et décortique tous les éléments du haki, en expliquant chaque sous-catégorie de différents haki avec des théories dedans. Il s'agit d'une énorme vidéo et j'ai pris énormément de plaisir à la faire et donc je t'invite fortement à la regarder. C'était Yams, El Psy. Kongrü.